plaisir de vous présenter une très jeune femme, puisqu'elle a 23 ans. Mais c'est important parce qu'elle nous donne de l'espoir dans l'humanité. Et en ce moment, on en a bien besoin. Alors, il s'agit d'Amandine Tourelle, qui est doctorante à l'Institut de recherche à Grenoble, avec Madame Nico, je crois, et qui qui va nous parler de la maladie musculaire et en particulier des thérapies musculaires qui peuvent être appliquées à cette grave maladie qu'est la mucoviscidose. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je laisse la parole à Amandine et je la remercie beaucoup pour son beau sourire. Bonjour à tous et merci d'être présents à cette journée pour le Téléthon. Donc comme on vient de vous le dire, je fais partie de la même équipe que Anne-Sophie à l'Institut des neurosciences de Grenoble qui s'appelle l'équipe Muscles et Pathologies sous la direction d'Isabelle Marty. Et à présent, je vais vous parler brièvement du développement de thérapies pharmacologiques dans les maladies musculaires. Donc, comme Anne-Sophie vous l'a introduit précédemment, on a plusieurs grands axes de recherche pour soigner les maladies musculaires. Deux grands axes sont la thérapie pharmacologique, qui est donc mon sujet de thèse, où là on cherche à corriger les conséquences et les symptômes des maladies en utilisant des médicaments ainsi que des molécules qui améliorent les performances musculaires. Le second grand axe de recherche que nous avons, c'est celui de la thérapie génique, dont ma collègue Margot va vous parler juste après moi, où là on cherche à corriger directement les causes des maladies en corrigeant l'ADN des patients à l'aide de vecteurs viraux. Et donc à présent, je vais vous expliquer en quoi la thérapie pharmacologique est essentielle pour trouver les traitements du futur. Donc en recherche fondamentale, on identifie des pistes de traitement en testant des molécules à la fois sur des animaux et sur des cellules, qu'on appelle des modèles de pathologie, des modèles de maladie. Ce sont des animaux et des cellules qui ont été modifiés par l'homme pour présenter une ou plusieurs caractéristiques ou symptômes d'une maladie. Lorsque l'on identifie qu'une molécule a un effet bénéfique sur un modèle de pathologie, il y a la mise en place de ce que l'on appelle une étude préclinique où la molécule va être testée chez un grand nombre d'animaux afin de s'assurer qu'elle n'a pas d'effet toxique et afin de déterminer à quelle dose elle agit efficacement. Et si tout se déroule bien, la molécule est ensuite testée chez l'être humain, d'abord avec une première administration chez un petit groupe de patients afin de s'assurer que lorsque du passage de l'animal à l'homme, il n'y a pas eu soit l'apparition d'un effet toxique ou la perte de l'effet bénéfique. Et si tout se déroule bien, la molécule est mise à l'épreuve. On va tester son efficacité pour restaurer la maladie chez un plus grand nombre de patients. Et on va également tester son efficacité par rapport à d'autres potentiels traitements de la maladie s'il en existe. Une fois que tout est terminé, la molécule est mise sur le marché et ses effets sont surveillés dans le temps. Et donc la recherche fondamentale, c'est vraiment le pilier qui permet la mise en place de tout ce processus en identifiant les molécules qui sont intéressantes pour traiter les maladies. Dans notre laboratoire, à l'Institut des neurosciences, on réalise des tests de molécules à la fois sur des souris, mais également sur des cellules issues de ces souris. Pour nous, ce sont deux modèles qui miment une même maladie, où le relâchement du calcium est diminué dans les muscles. Et comme Anne-Sophie vient de vous l'expliquer, le calcium, c'est un élément vraiment essentiel car il permet la contraction des muscles et donc le mouvement. Nos souris modèles ont donc une perte de force par rapport aux souris qui ne sont pas modifiées, qu'on appelle les souris contrôle. Alors, lorsque l'on développe un modèle de pathologie, on passe beaucoup de temps à l'observer, parce que la maladie peut faire apparaître des symptômes. Je vous ai mis un petit film ici. Vous pouvez observer sur la gauche une souris contrôle qui n'a pas été modifiée. Donc vous voyez qu'elle explore beaucoup son environnement, elle se redresse sur ses pattes arrière, elle n'a aucun souci. En revanche, à droite, vous voyez une souris modèle, donc malade. Vous pouvez voir qu'elle explore beaucoup moins son environnement, elle ne se redresse plus sur ses pattes arrière. Et vous pouvez également apercevoir que sa posture ainsi que son dos sont voûtés, sont penchés vers l'avant. Donc, observer nos souris, c'est pour nous un moyen, premièrement, de nous assurer que nos modifications ont bien fonctionné et que les souris sont bien malades. Donc, dans notre équipe, on utilise différents tests pour mesurer la force des souris. Je vous ai mis quelques petits exemples.
En haut, vous avez le test du fil de fer. On regarde si la souris est capable de traverser un fil de fer sans tomber. Donc vous voyez sur la gauche une souris contrôle. Donc vous pouvez voir qu'elle réussit le test sans trop de difficultés en prenant son temps. En revanche, vous avez sur la droite une souris modèle et vous allez voir que le test est impossible à réaliser pour elle, elle tombe immédiatement. Un autre exemple de test que l'on peut faire, c'est celui de la roue de course. Donc il faut savoir que les souris courent spontanément sur les roues qu'on met à leur disposition dans leur cage. C'est un moyen pour elles de se dépenser, ça fait partie de leurs besoins lorsque tout va bien. Donc vous avez à gauche toujours une souris contrôle, vous voyez qu'elle court spontanément sur la roue, tandis qu'à droite, vous avez une souris modèle, et vous voyez qu'elle ne court plus du tout. En raison de sa faiblesse musculaire, l'effort devient trop difficile. Donc notre objectif, c'est vraiment d'identifier des potentiels traitements à la maladie que l'on étudie. Et pour ce faire, on teste des molécules pour essayer de restaurer la force des souris modèles et de la ramener au maximum au niveau de la force des souris contrôle. Donc généralement, on travaille sur des cohortes d'environ une cinquantaine d'animaux. Et en ce moment, dans le cadre de ma thèse, je suis en train de tester une molécule qui a un effet antioxydant, qui est utilisée pour d'autres applications médicales. Et pour mesurer son effet, je réalise un autre test, le test de la grille retournée, où là je place la souris sur une grille en métal retournée à une certaine hauteur et je mesure le temps qu'elle arrive à tenir sur la grille avant de tomber 3 fois dans de la litière. Donc pareil, même principe, vous avez à gauche la souris contrôle qui n'a aucune difficulté à rester sur la grille pendant le temps imparti, qui était là fixé à 300 secondes. En revanche, vous allez pouvoir voir dans le temps que la souris modèle ne parvient pas à tenir jusqu'à la fin du temps imparti. Je vous ai affiché sur la droite le genre de graphe que l'on trace pour mesurer l'activité de nos souris. Donc vous avez le temps passé sur la grille par les animaux qui est représenté en fonction des jours, donc au long de l'évolution de la maladie qui dure 2 mois chez les souris. Donc vous voyez que les souris contrôle en vert qui ne sont pas malades n'ont aucune difficulté à tenir 300 secondes sur la grille jusqu'à la fin de l'évolution du test. En revanche, les souris modèles sont représentées en rouge et vous voyez qu'à partir du 10e jour après le début des expériences, elles ne tiennent plus sur la grille. Et quand on arrive vers la fin de l'évolution de la maladie, au jour 50, elles ne tiennent quasiment plus du tout. Là où c'est intéressant, c'est les souris malades qui ont été traitées avec la molécule que je suis en train de tester. C'est donc la courbe en bleu. Vous pouvez constater que jusqu'au 40e jour, elles parviennent à compléter l'exercice, à peu près comme les souris contrôle. Et elles commencent à tomber légèrement vers le 50e jour, beaucoup moins que les souris non traitées. Donc il semblerait que cette molécule ait amélioré les performances des souris à ce test de force. Un autre test que je réalise en ce moment, c'est celui du tapis de course automatisé. Donc là, vous avez un exemple avec la souris contrôle à gauche et la souris modèle à droite. Et là, on va mesurer la capacité de la souris à courir pendant une distance. Donc on a fixé la distance à 300 mètres. Et donc vous pouvez voir que la souris modèle essaye d'économiser son énergie en s'arrêtant pour récupérer, en faisant des petits bonds pour rattraper son retard, mais elle ne parvient pas à réaliser aussi bien l'exercice. Donc vous avez toujours les souris contrôle, pas malades, donc aucune difficulté à courir les 300 mètres tout le long de l'évolution du test. En revanche, les souris modèles ne parviennent plus à courir les 300 mètres sans s'arrêter vers la fin de l'évolution de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la molécule que l'on teste, les souris malades parviennent à compléter l'exercice jusqu'à la fin de l'évolution de la maladie. Donc grâce à ces expériences, on a pu déterminer que la molécule que l'on testait représentait éventuellement une piste de traitement intéressante pour la maladie que l'on étudie. Et donc on est en train de réaliser des études complémentaires pour comprendre comment elle restaure la force du muscle. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, dans notre équipe, on travaille également sur des cellules issues de nos souris. Donc pour ce faire, on étale dans des boîtes de culture des cellules musculaires qui sont installées très tôt dans leur évolution, qu'on appelle des myoblastes. Et ces myoblastes, ils ont la faculté, lorsqu'on les met en culture, à fusionner pour former des longs myotubes avec plusieurs noyaux qui sont les précurseurs des futures fibres musculaires. Donc c'est ce système qui est mis en place lorsqu'il y a par exemple une déchirure musculaire, c'est un système de régénération du muscle. Donc
Donc je vous ai mis une illustration qui ressemble beaucoup au genre de poste de travail que l'on a chez nous. C'est un poste avec une zone complètement stérile, avec un flux d'air qui empêche l'entrée d'air contaminé. Il faut absolument éviter les contaminations. Donc, personnellement, je cultive des myotubes pendant 3 jours avant de les observer au microscope. Donc, pour observer les myotubes au microscope, j'utilise des colorants qui marquent des éléments des cellules. J'utilise un colorant vert qui me permet de distinguer les cellules musculaires, ainsi qu'un colorant bleu qui marque les noyaux des cellules. Et je vous ai mis ici des images qui ressemblent aux images que je vois au quotidien. Donc vous avez des cellules musculaires en vert avec plein de petits points bleus à l'intérieur. Ces petits points bleus correspondent aux myoblastes qui ont fusionné pour donner les non-myotubes qui donneront ensuite les fibres musculaires. Et vous allez vous dire qu'il y a également des petits points bleus autour des fibres musculaires. Ça peut correspondre à des cellules de peau qu'on appelle des fibroblastes, par exemple, qui sont en occulture. Donc, ce qui peut vous interpeller tout de suite, c'est que les cellules qui sont issues de nos souris malades sont plus grosses. Les myoblastes ont beaucoup plus fusionné. Donc ça, c'est quelque chose que l'on surveille. Ça nous permet, encore une fois, de vérifier que nos modifications ont fonctionné. Les cellules sont bien malades. Et ça nous permet également de tester des molécules, plein de traitements différents, pour voir si on arrive à retrouver une taille de cellule normale. Donc c'est un moyen d'identifier un potentiel traitement avec un autre outil pour étudier la maladie. Donc, pour conclure ce que je viens de vous dire, la thérapie pharmacologique dans la recherche fondamentale, ça peut être entre autres tester des molécules sur des animaux qui sont des modèles de maladies. Ça peut être également tester des molécules sur des cellules issues des animaux modèles. Et le message le plus important de cette présentation, c'est que la recherche fondamentale, ça représente énormément de temps et d'investissement, mais c'est une première étape essentielle pour pouvoir identifier les traitements de demain. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on peut lui dire merci parce que c'était passionnant. Je vous parlais d'espoir tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, elle nous donne plein d'espoir. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une question? On n'en prendra qu'une seule, on rediscutera peut-être ultérieurement. Oui, monsieur? Vous avez dit tester une molécule antioxydante. Quel pourrait être le lien entre le caractère antioxydant de cette molécule et vos symptômes dans le domaine musculaire? Merci pour votre question. Alors, un premier élément de réponse que je pourrais éventuellement vous donner, c'est que moi, je suis en train de travailler donc, pour ma thèse sur une protéine très particulière qui s'appelle la protéine RIR1, qui fait donc partie du système clé-cellule dont vous a parlé Anne-Sophie. Et cette protéine, elle a la particularité de pouvoir être modifiée, recevoir des modifications post-traductionnelles, qui sont en lien avec l'état d'oxydation des cellules. Donc ça pourrait être un lien éventuellement, on est en train de chercher. Alors je voudrais qu'on remercie très chaleureusement Amandine et Daniel. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait du bien d'entendre tout ça et de voir qui nous présente ces choses-là. Vous avez vu qu'on peut être jeune et peut-être Gérard, futur prix Nobel. En tout cas, certaines et certains d'entre eux qui font la science qui guérit sont effectivement des gens que nous tenons à saluer cet après-midi.